Bonjour, je m'appelle Swanny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! Bonjour, chose promise, chose due, on se retrouve pour un nouvel épisode du côté de chez Swanny. On étudie le livre du psychologue Jay Reid, Growing Up as a Scapegoat to Narcissistic Parent, comment les parents narcissiques piègent leurs enfants dans le rôle de bouc émissaire, saison 4, épisode 1, partie 2, c'est maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Swanny Kanga, journaliste, auteur, coach, et ce podcast est le lieu d'exploration de la matrice post-trauma, ses expressions, ses symptômes, ses manifestations. Épisode après épisode, on s'appuie en large partie sur les dernières recherches américaines sur le sujet, afin de mieux avancer nous-mêmes malgré ces relents d'enfance. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite vivement à commencer par celui-là, afin de savoir ce qu'est un bouc émissaire pour un parent narcissique, le rôle qu'il joue, comment et pourquoi il le choisit. Donc la première partie s'intéresse au pilier 1 de la guérison, proposé par le psychologue Jay Reid, faire sens de ce qui nous est arrivé. Et dans ce deuxième épisode, nous allons étudier le pilier 2 et non le pilier 3 aujourd'hui, parce qu'il faudra plus de temps pour le faire, sinon ce serait un petit peu trop dense en termes d'information. Et donc on va s'intéresser à la nécessité de créer de la distance avec cet environnement toxique, tandis que le prochain épisode sera axé sur la défiance dans laquelle on peut désormais vivre vis-à-vis des règles instituées par le parent narcissique. Donc c'est un sujet complexe, on l'a vu, parce qu'en plus d'être en position de victime face à ce parent qui assure seul sa sécurité, l'enfant doit, pendant qu'il est abusé et maltraité, faire en sorte d'être apprécié par lui, d'être bien vu et d'apaiser cette personne qu'il ne peut ni fuir ni combattre, il doit lui plaire, bien qu'elle le fasse terriblement souffrir. Et donc, survie oblige, avec cette souffrance en lame de fond qui devient sa norme, et il se retrouve comme piégé avec un tigre sous le même toit, nous dit l'auteur. Et ces enfants devenus adultes sont, et on le comprend bien, profondément prisonniers des pensées et sentiments des autres en permanence, car en quittant leur propre ressenti enfant, ils ont appris à remarquer, à prédire, à répondre aux actions des autres pour se protéger des agressions qu'ils savaient venir. Donc ils sont comme un satellite toujours en orbite autour de cette altérité et tristement éloignés de leur propre centre de gravité. Et tout ce qui est de l'ordre de pouvoir personnel, de la force, de l'agression appropriée face à une attaque est tout simplement débranché, paraît même menaçant. Tout arsenal de défense est encore aujourd'hui frappé d'anathème, dangereux, interdit. La honte de son côté est partout, on a peur d'être taxé de trop sensible, de pleurnichard si l'on fait un reproche à quelqu'un, on se croit obligé de donner le change, de donner l'impression que tout va bien, que rien ne nous dérange, on pense avoir moins de droits que l'autre, même dans une relation proche, et tout ce qui est de l'ordre de l'expression de nos besoins est radioactif, peut nous coûter cher, on vit donc dissocié. Et dans ce livre, on apprend qu'aucune de ces manifestations n'a émergé spontanément dans la psyché de ces personnes, elles n'ont rien inventé à leur courroux, puisque l'on apprend que factuellement, leurs besoins créaient une interférence avec le nombrilisme parental, parce que cela rappelait aux parents ce qu'ils n'avaient pas à offrir, les ramenait à leur propre déficit, à leur propre dépendance vis-à-vis des autres, dépendance qu'ils exècrent, grandiosité oblige. Et oui, c'est cet effet que leurs besoins produisaient chez le parent, ça les ramenait à leur propre vulnérabilité. Je ne peux aimer et m'occuper effectivement de mon enfant, et puisqu'ils ne sont ni connectés à leur propre humanité et qu'il faut l'être pour accueillir notre vulnérabilité, eh bien le besoin de leur progéniture est donc tout simplement coupé au montage et sacrifié. Et donc cet enfant doit survivre quand même face à ce parent qui est complètement déconnecté de ses besoins. Pour cela, il va avoir recours à la gratitude, une gratitude invétérée, de l'appréciation totale dès la moindre action. Eux n'en font jamais assez, mais les autres risquent d'en faire toujours trop pour eux. Ils sont donc devenus incapables de penser en termes de ce que l'altérité aurait manqué de leur apporter à eux. Et pourquoi ? La réponse est simple, parce qu'ils n'ont très certainement pas eu l'autorisation en grandissant d'afficher de l'insatisfaction au regard de la manière dont ils étaient traités. Si vous écoutez d'ailleurs cet épisode en essayant de comprendre les ressorts de la bouc émissérisation dans votre famille, vous pouvez vous demander est-ce que j'avais le droit de dire je n'aime pas telle ou telle chose, tel ou tel traitement, est-ce que vous aviez le droit de l'exprimer ? Et si je devais prendre mon exemple, la réponse est clairement non, hors de question d'exprimer quoi que ce soit. En effet, la seule manière d'espérer obtenir quoi que ce soit de la part de ma mère, c'était de verser dans la gratitude la plus totale, afin de d'abord flatter son ego et ensuite susciter suffisamment d'intérêt pour qu'elle réponde à un besoin. Donc je trouve pour ma part que ce descriptif est très juste, et c'est d'ailleurs un des livres qui m'a le plus frappé par sa justesse dans la description. Tout simplement parce qu'en plus d'être psychologue, avant cela, Jay Reid a lui aussi été bouc émissaire. Donc oui, ces enfants doivent manifester la plus grande reconnaissance pour de modestes actes de la vie de tous les jours, ou simplement pour l'absence de dommages. Merci de ne pas m'avoir fait pire que ce que tu as déjà fait, en gros. Le point de référence, c'est donc la destruction complète, et donc merci de ne pas m'avoir complètement annihilé.
Le cerveau est recalibré pour accepter non seulement de ne pas recevoir ce dont on a besoin, mais pour se réjouir de manière aussi triste que formidable à la moindre manifestation de décence humaine. Le niveau est désormais aussi bas que cela pour cette relation et pour toutes celles d'après. Si quelqu'un dit « je t'aime », c'est assez, même si rien dans ses actes ne corrobore ses dires. Et c'est cela le mal qu'on fait à ses enfants. Exprimer du mécontentement ou de la colère n'était pas une option. L'auteur nous dit que dans cette structure, la relation cesse d'être une relation dans le sens littéral du mot, puisque le lien devient parfaitement unilatéral et donc le reste après, encore une fois. Ce que les parents demandent est la seule chose qui importe ici, les besoins de l'enfant sont éradiqués. Pire, c'est à eux que revient le rôle de répondre aux exigences parentales sans les encombrer avec leurs propres demandes. Donc ils adoptent une croyance selon laquelle ils ne méritent pas d'avoir et d'exprimer des besoins, et selon laquelle ils doivent montrer de la gratitude pour la moindre des choses, aussi modeste soit-elle, qui est faite à leur endroit. Il s'agit en réalité, nous dit l'auteur, d'une gratitude adaptative, et pendant ce temps-là, puisque l'enfant le congratule pour ce qu'il ne fait pas ou fait à minima, eh bien le parent expurge ce qu'il est vraiment. Tout cela se retrouve noyé dans l'oubli, le déni, la manipulation, et se croire mieux que les autres, être irresponsable ou égoïste ne le regarde plus. Cela a été relocalisé chez l'enfant en continuant d'attendre que ce dernier le traite comme étant supérieur, spécial et totalement adéquat. Autrement dit, l'inverse de ce qu'il est. Non seulement l'enfant est mal nourri sur le plan affectif, mais il doit nourrir l'ego artificiel du parent, et la manière de rendre cet asservissement moins douloureux, c'est de fabriquer la pensée qu'il ne mérite pas mieux de toute façon. C'est normal. Il se coupe de la rage, il se coupe de la colère qui le mettrait en danger, y compris à l'âge adulte, et donc lorsque quelque chose l'agace ou le met dans un état légitime, eh bien il rationalise en s'imaginant que de toute façon, il n'a pas à se mettre en colère, lui. S'il y a de la colère entre lui et quelqu'un d'autre, eh bien il se dit qu'il a du mal comprendre, que cette colère est illégitime dans son corps, et donc elle lui fait craindre une rage de la part de l'autre et de tous les autres face à ce crime qui est de s'être autorisé cette émotion au nid. Il ne peut pas la communiquer à l'autre parce qu'il aurait tort par défaut, donc il reste avec cet inconfort à l'intérieur de lui-même et se déteste de ne pas avoir d'émotions plus appropriées, de ne pas être une personne adéquate et sans colère. Donc on est en plein dans les effets à long terme de cette psychopathologie décrite par l'auteur. Il ne pouvait pas manifester sa rage, et si vous avez écouté l'épisode sur Gabor Maté, vous savez que c'est l'une des 7 émotions incontournables pour éduquer un enfant en bonne santé. Le laisser avoir de la rage, cela l'aurait mis en danger, clairement, dans sa cellule toxique. Et montrer de la gratitude pour des choses même modestes, c'est la seule manière de confirmer le sens grandiose du parent sur sa propre performance. Je trouve que, même si le livre est très juste, il est également difficile à lire à cause de sa justesse. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là, puisque les effets en chaîne continuent. Cet enfant a dû adopter les croyances d'un autre. Mais si je pense que je ne vaux rien et que je mérite d'être abusé, eh bien je n'ai plus d'estime. Et si je n'ai pas ou plus d'estime, eh bien je ne peux guère être fier de moi. Je ne peux guère être accepté l'idée de gagner, d'avoir du succès, de la réussite, sans craindre d'être séparé de la symbiose parentale à nouveau. Tout ce qui relève du champ lexical de la victoire, la joie, la fierté, l'excitation, constitue une expérience de mise en danger dans mon cerveau, puisque à l'époque, cela m'aurait séparé factuellement de la symbiose, de l'unité avec mon parent. Je vais donc nier toute reconnaissance de mes propres efforts et me dire que j'ai juste eu de la chance, par exemple. Je vais me dire que si on m'aime, c'est parce qu'on ne me connaît pas vraiment et que s'il savait ce que le parent, lui, savait, il me maltraiterait comme lui. Donc on le rappelle, le parent narcissique a relogé son sentiment d'indignité dans cet enfant qui n'a donc aucune raison de douter du jugement valide d'un adulte. Et s'il possède des qualités dont le parent est dépourvu et qui menacent sa fragilité psychique, eh bien même ces qualités se retrouvent entachées de honte, décevantes, sales, dangereuses. Et cette honte implantée interfère naturellement avec la reconnaissance de soi. Donc ça touche à toute l'image de soi en grandissant. Et l'atteinte est telle que ces enfants n'arrivent plus, ne serait-ce qu'à reconnaître le caractère palpable de leur propre opinion et de leur importance. Les autres sont tous des experts. Moi, je ne peux que croire leur jugement. Ils ont l'impression que, quoi qu'ils concluent, cela sera faux, cela sera invalidé, détruit, tandis que les autres, eux, auront in fine raison sur lui. C'est tout cela que le parent sape à l'intérieur de l'enfant. Et dans cet écosystème, si un enfant dans la famille toxique contribue à l'ego en surchauffe du parent, il devient la prunelle de ses yeux, le golden child. Et à l'opposé, si un enfant tente de s'individuer ou affiche malgré lui des qualités qui l'insécurisent, eh bien il se retrouve dévalué et c'est le bouc émissaire. Et comme ils doivent constamment marcher sur des braises et pallier les fluctuations de l'humeur parentale, quelque chose d'aussi innocent pour lui que le langage va perdre aussi de sa spontanéité
pour servir à maintenir le parent narcissique heureux, satisfait. Plus rien à voir donc avec la retranscription fidèle d'une expérience vécue. Les mots ne vont plus condenser son ressenti immédiat et sensible et vont devenir un vecteur d'hypervigilance, d'intranquillité, et même la parole reçue le sera avec intranquillité. Donc pour être plus clair, des mots comme « je t'aime », même si le parent les prononce, ne vont plus retranscrire ce que « je t'aime » veut dire, c'est-à-dire la protection, la sécurité. Et donc lorsque le parent lui dit « je t'aime », s'il lui dit, l'enfant pense « l'autre est satisfait de moi à cet instant, mais ça ne va pas durer. Il me dit ça parce qu'il se sent bien avec lui-même ». Il doit décoder les mots qui ne veulent pas dire ce qu'il devrait exprimer. Donc oui, il recourt au langage, mais les mots ont une vie souterraine, un sous-texte, une exégèse permanente, loin, bien loin de l'insouciance qui devrait caractériser les premières années de la vie. Et lorsque le parent devient intrusif, dominant ou vindicatif avec ses mots, l'enfant ne doit surtout pas s'offenser, du sens littéral du langage, et doit donner une autre signification aux comportements et paroles devant le parent lui-même et dans son propre esprit. Donc il y a un retraitement en continu pour éloigner le réel. Et si sa mère lui hurle dessus, par exemple, et le rabaisse, eh bien cet enfant se dira « maman est en colère » au lieu d'observer ce qu'elle est réellement en train de faire. Il ne va pas décrire l'action de sa mère à ce moment-là, il va se dire « je suis un terrible enfant, incapable de ranger ses jouets, c'est ma faute ». Et les mots ne décrivent plus le réel, mais le réel inculqué par la force par ce parent. Et de cette manière, le comportement narcissique de la mère est à l'abri, loin de ce que le langage devrait traduire. Et en évacuant l'abus de son vocabulaire, l'enfant peut continuer d'utiliser le mot amour, ma mère m'aime, alors qu'il s'agit d'une psychopathe qui le ravage de l'intérieur. Le langage est désormais inoffensif. Il ne sert plus à découvrir, à nommer, et ensuite à communiquer une vérité, lui aussi est vérolé pour taire la contradiction qu'offre ce parent narcissique. Et la manipulation va encore plus loin, car si le parent lui dit « je t'aime » après l'avoir abusé, eh bien l'enfant pense « j'ai tort de penser que mon parent ne m'aime pas, je suis un menteur, il m'aime, le problème c'est moi ». Vous voyez. Et que se passe-t-il dans ce petit corps d'enfant qui doit se mentir en temps réel tous les jours ? Eh bien il se scinde en deux pour que tout cela soit possible. D'un côté on a le soi qui n'est donc pas important et qui a été abandonné, et de l'autre on a la fréquence radio des autres qui est on en permanence, malgré le relent de peur perpétuelle lié à l'altérité. Donc il a peur des autres parce que le parent dangereux incarne tous ces autres. Il est le visage de toutes ces relations suivantes. Il attend l'explosion qui était inévitable avec lui, et on l'a vu avec Bessel van der Kolk sur l'épisode sur la dissociation. Cette dissociation est l'essence même du trauma, ce n'est pas juste un symptôme, et donc cet enfant doit se dissocier, se séparer de la partie de lui qui a réalisé l'abus du reste, parce qu'il y a une partie de lui qui doute, et cette partie est donc coupée au montage. Et c'est la raison pour laquelle certains plus tard se disent « je me sens vide de l'intérieur ». Et peut-être parce qu'ils ont oublié que cet intérieur contenait jadis leurs besoins, et que ces besoins ont dû être évacués pour survivre, et qu'il n'y a pas d'identité sans l'expression de ces besoins. Si nos besoins sont sous silence, l'essence de notre être est invisibilisée avec. Et la thérapie a été conçue pour aider à reconstituer notamment ces fragments qui n'avaient jadis pas de port d'attache. À l'âge adulte, ce split débouche sur une partie de soi qui sait que l'autre nous aime, et l'autre qui ne parvient pas viscéralement à toucher, à ressentir cette appréciation. Et dans l'enfance, il fallait sans cesse s'attendre à ce que le parent se retourne contre soi, sachant qu'on ne pouvait pas se permettre de le perdre. Et plus tard, on développe un radar redoutable avec les autres pour détecter ces moments où ils se retourneraient contre nous eux aussi, où on les perdrait ou ils nous rejetteraient. Donc on pense que le bon sera forcément temporaire, parce qu'il y avait quand même du bon dans la cellule familiale toxique, tout n'était pas toujours noir. Donc le bien ne dure pas et le mal, lui, ne part jamais vraiment. L'auteur utilise une image assez parlante pour décrire cette dynamique infernale. Il dit que être dans cette famille sous le rôle de bouc émissaire, c'est comme de nager dans le lac du Loch Ness avec un monstre tapis quelque part. Tantôt il faut l'affronter, tantôt on peut simplement profiter d'une baignade, mais même pendant ces moments d'accalmie, le monstre rôde en permanence et la détente est donc assez parcellaire. On demeure dans un état de contraction permanent. Le pilier 2 sur l'importance de s'éloigner d'une personne narcissique, famille, conjoint, amis, etc., eh bien c'est l'idée de se sortir de ce lac. Dans cette proximité avec le parent narcissique, la personne se sent immédiatement replacée dans le rôle du bouc émissaire, dans cette tension, dans cette contraction, même si l'interaction est brève. Elle est automatiquement replacée dans la case moins bien, inférieure, incapable, et va se demander, pour justifier cette contraction, est-ce qu'elle n'est pas trop sensible, est-ce que c'est elle qui a mal réagi, etc. Or, dans la famille toxique, chaque individu joue un rôle qui est lié à ce système, qui refuse de se laisser déstabiliser.
Donc il est régi par une interdépendance, et donc les autres personnes ont besoin que le bouc émissaire joue son rôle pour pouvoir jouer le leur. Il n'y a pas de négociation possible. Vous ne pouvez pas juste tout d'un coup fabriquer un rôle sain, parce que ce système a été créé par un problème psychiatrique de la part d'un ou des deux parents. Donc vous devez demeurer le subalterne terni de honte si vous souhaitez participer à cette dynamique, mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain décider d'apporter du bon sens ou des repères thérapeutiques dans cette structure. Tout ce que vous allez dire en tant que bouc émissaire sera interprété dans le rôle du filtre du bouc émissaire et sera retourné contre vous. Les autres, à ce stade, ne voient plus votre humanité, puisqu'ils sont dans ce système déshumanisant eux aussi et continuent de jouer leur partition. Impossible pour le parent narcissique donc de se sentir bien si les autres ne nourrissent pas cette illusion de grandeur sur lui. Ils doivent rester en interdépendance autour de lui. Et donc la paix, si paix il y a dans ce type de structure toxique, vient essentiellement du fait d'accommoder la psychopathologie parentale et en aucun cas d'injecter du bon sens et des règles de respect de l'autre. Donc si tout d'un coup vous allez en thérapie et que vous n'acceptez plus que l'on vous rabaisse, que l'on vous manque de respect, etc., eh bien la famille devra appliquer de la pression pour vous inviter à vous calmer et à revenir à la structure narcissique. Et le but de tout cela, ce sera de faire en sorte que le parent n'érupte pas de rage et que vous ne menaciez pas la stabilité de l'ensemble. Donc même s'il s'agit juste d'un repas de fin d'année, toutes ces lignes invisibles vont venir ternir l'apparente naturalité du lien. Et donc un bouc émissaire qui se replace à table lors d'un dîner de fin d'année redevient le bouc émissaire. Il le ressent parfois même viscéralement, il a l'impression qu'il n'arrive plus à se défendre, qu'il se laisse marcher dessus, il est un petit peu comme empêché, limité. Et donc pour guérir, il doit prendre de la distance, aussi bien physiquement, émotionnellement que psychologiquement, non pas pour punir l'agresseur, mais pour sortir de cette contagion émotionnelle qui sert de soudure à l'ensemble. Et les croyances d'infériorité ne peuvent pas être démenties là où elles ont été créées. L'auteur nous rappelle d'ailleurs que l'incapacité à se sentir fier de soi est par exemple une adaptation à ce système, tout comme la difficulté à se sentir digne lorsqu'on nous maltraite. Donc non seulement il faut se désaccoutumer de cet environnement, mais il faut en créer un autre, créer du contraste pour que l'abus auquel on est si familier puisse se voir, puisse prendre du relief, parce que pour l'instant on est quelque peu dans l'habitude. Et c'est ce que va faire la relation avec un bon psy, ça va nous permettre d'apprendre la bientraitance dans le temps. Et il donne l'exemple d'un patient qui a réussi, après quelques années de thérapie, à lui adresser des reproches, à lui, son psy, ce qui aurait été impensable au départ, à cause de sa famille d'origine. Et le rôle du psy dans ce cas, c'est de servir de réceptacle bienveillant, de valider, de prendre en compte ses opinions, de lui faire de l'espace pour lui dire que c'est possible désormais d'émettre un jugement, de critiquer, de ne pas être d'accord et de dire non. Créer de la distance avec sa famille toxique, c'est s'éloigner, mais c'est surtout guérir là où le mal a été fait, en relation. On ne guérit pas en écoutant des podcasts, on ne guérit pas en simplement lisant des livres et en étant dans la théorie, on guérit sur le terrain avec des personnes dans des relations saines. Cela passe par des personnes aimantes qui traitent l'individu à l'opposé de ce que sa famille pouvait lui affliger comme traitement. Et on est comme une terre asséchée qui a besoin d'être irriguée, loin du climat sec qui l'a mené jusque-là. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est: est-ce que quitter la cellule familiale, ce n'est pas finalement de l'évitement ? Est-ce qu'il ne faut pas donner une chance aux parents ? Est-ce que ce n'est pas un refus de confrontation ? C'est une bonne question. Et ce que l'auteur nous dit, c'est que le bouc émissaire a été en effet éduqué à l'obéissance, à la soumission, en se faisant annihiler à chaque fois qu'il a tenté de protester. En grandissant, il a gardé des séquelles, même au travail. La différence d'opinion est une source d'anxiété pour lui. Et donc, rester s'apparente à la pensée que l'adulte ne mériterait pas d'être un jour protégé, tout simplement, dans l'expression de qui il est. Et pour ce qui est de la confrontation avec le parent narcissique, eh bien, il nous invite à distinguer confrontation et mise en danger, puisque ce qu'il faut réaliser lorsque l'enfant devenu adulte va vouloir confronter le parent narcissique, c'est qu'il ne sera pas entendu, ses sentiments ne seront pas validés ou pris en compte ou pris au sérieux. Et pourquoi ? Parce que pour fonctionner, le parent narcissique devra toujours se sentir supérieur, toujours se sentir plus méritant, plus juste, plus important. Donc, la confrontation avec un tel individu ne se fera jamais d'égal à égal, d'humain à humain, y compris lorsque c'est les frères et sœurs qui en sont tributaires, puisqu'ils sont eux aussi embrigadés dans ce système. Et donc, la finalité la plus probable, c'est une attaque en règle, une attaque vindicative pour démonter pièce par pièce votre plainte, votre personne, votre réputation. Il s'agit donc d'une mise en danger aussi bien psychologique et émotionnelle que physique parfois, et non d'un évitement.
On donne un autre exemple, si vous voyez un serpent à sonnette sur votre chemin et que vous pouvez en prendre un autre, eh bien en prendre un autre ne fait pas partie de l'arsenal de l'évitement, c'est plutôt du bon sens. Un animal dangereux est génétiquement conçu comme tel et il ne peut pas muter en autre chose. Et quelqu'un qui est pathologiquement narcissique, explique Jared, ne pourra pas être dissuadé de changer de rapport aux autres. Pour survivre, il doit attaquer, il doit être dans la coercition, il doit dévaluer toute personne qui constitue une menace pour sa sécurité psychique, indépendamment de ses sentiments à l'autre. Et donc pour côtoyer une personne narcissique, il faut être en collusion avec l'idée grandiose qu'elle se fait d'elle-même, et pour cela, il faut en permanence amoindrir ses propres capacités, sa dignité, pour éviter d'être attaqué. Alors bien sûr, cela ne se fait pas sans culpabilité, reconnaît le psychologue, et l'approche thérapeutique notamment vient permettre de redéfinir les contours de ce qui relève de votre responsabilité et de celle du parent, comprendre que le bien-être émotionnel d'un parent toxique ne fait pas partie de cette juridiction, qui est votre responsabilité. Et le bouc émissaire doit sortir de l'exil émotionnel, de l'exil affectif dans lequel le parent l'a placé, et réaliser à quel point la haine développée envers lui-même ne lui appartient pas en réalité, ce qui peut déboucher sur une crise existentielle, puisque on rebat toutes les cartes, c'est vertigineux, et jusqu'à présent, il a accumulé les preuves de son inadéquation, pêle-mêle, et donc c'est l'occasion d'adresser les stratégies de contournement qui lui ont permis d'être absent à lui-même aussi longtemps pour conserver la solidité de la structure familiale. Et pour guérir, nous dit Jared, il est important de reconstituer un sens de sécurité dans notre vie actuelle. Avant toute chose, il faut créer une espèce de maison saine, sécure à l'intérieur de soi-même et réaliser qu'il est OK de se considérer comme une personne à part entière, intacte, qui mérite d'avoir ce dont elle a besoin. Ensuite, il est crucial d'aller vers des personnes qui sont donc sécures, même si c'est complètement étranger et exotique au départ. Le but, c'est de pouvoir s'exprimer à nouveau auprès de personnes rassurantes, stables, qui vont vous traiter avec appréciation, soutien et amour, même si tout cela peut paraître un petit peu vaporeux pour l'instant. Mais se rapprocher donc de personnes différentes avec lesquelles vous pouvez rester totalement vous-même. Et donc lorsque l'on doit survivre à une maltraitance chronique, il est impossible de se demander les qualités que l'on aimerait avoir chez un ami avant de le faire rentrer dans son cercle. Et donc comment se rapprocher aujourd'hui de personnes sécures, nous dit le psychologue, eh bien, d'abord, en observant nos réactions et émotions lorsque l'on est près d'elles. Ramener l'attention à soi cette fois-ci. L'attention devait être en permanence sur l'hypervigilance vis-à-vis du parent. Aujourd'hui, la vigilance peut être en soi-même. Il ne s'agit plus de s'attendre à revivre encore et encore et encore cette situation de rejet et de destitution lorsque l'on rencontre quelqu'un de semblablement safe. Parce que même si le rejet parental a eu l'air très personnel, eh bien, il était en fait le miroir du degré avec lequel ils se détestaient et la manière pathologique avec laquelle ils ont choisi de gérer cette haine, et donc n'avait rien à voir avec votre dignité d'enfant. Et donc comment on peut concrètement screener les personnes sécures pour les faire rentrer dans notre expérience ? Quelques indices de l'auteur, eh bien, elles cherchent à apprendre qui je suis, elles partagent leurs difficultés, elles me font me sentir sécure dans le fait de partager les miennes, elles me font de l'espace pour que je sois pleinement qui je suis, elles manifestent de la curiosité vis-à-vis de moi et me montrent de l'appréciation, elles sont lentes à la colère, me respectent, sont constantes, et la liste n'est pas exhaustive puisque je vous invite donc à lire le livre du psychologue Jared. Et à contrario, comment identifier les personnes qu'on a laissées rentrer par inadvertance dans notre quotidien et qui ont des relents d'abus et de maltraitance ? Réponse de Jared, toutes les personnes qui, comme vos parents, vous font vous sentir insécure, intimidé, apeuré et inadéquat sont insécurisantes pour vous. Et donc dans ce cas, il est inutile de rationaliser en se disant « je suis peut-être needy, c'est mon trauma qui parle, c'est parce que j'ai peur de l'abandon ». Oui, douter de vos propres réactions à assurer la proximité avec ce parent narcissique, mais guérir, c'est reprendre la place en rebranchant ses propres ressentis. Et donc désormais, la mission, c'est de vous prendre au sérieux. Vos petites intuitions, cette petite voix sourde qui vous dit « je suis mal à l'aise, je n'aime pas cette façon dont on me parle, etc. » Et la nouveauté, c'est que l'on peut pour la première fois placer la responsabilité d'un défaut d'appareillage sur l'autre, et non plus simplement sur nous-mêmes en nous blâmant. Et s'éloigner d'une personne non sécure peut donner l'impression que l'on déroge à une règle, ça peut faire survenir de la culpabilité, du doute, de la condamnation, mais pour l'auteur, tout cela se base sur deux mensonges. Le premier, c'est que vous seriez responsable des émotions et du bien-être émotionnel des autres, alors que vous êtes responsable de vos émotions et de votre bien-être à vous, et deux, que leurs besoins sont plus importants que les vôtres.
Donc il faut sortir de ce trauma bonding et de la peur que quelque chose de terrible se produise si jamais vous partez. C'est un terme qui s'est un petit peu popularisé, on parle beaucoup de trauma bonding, et il fait la distinction entre trauma bonding et attachement sain, attachement sécure. Dans le trauma bonding, il y a de la frayeur qui est liée aux parents, alors que dans l'autre, dans l'attachement sain, le parent est stable, le parent est aimant. Un trauma bond, ça survient instantanément, vous êtes aspiré, happé, et ça se base sur de la domination, sur de la terreur. L'enfant ressent un mélange de danger, de soulagement d'avoir quand même un parent et de tension à la fois, c'est très complexe. Et ça n'a rien à voir avec la régulation que va engendrer une relation saine avec une figure d'autorité. Donc je dois impérativement apprendre à m'abandonner, à m'oublier, à ignorer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, puisque dans la mise en exergue de ce que je suis, il y a des besoins. Et que les besoins sont une no-go zone, et se soucier de soi veut dire que personne ne surveille le château fort de ce qui est nécessaire pour maintenir le trauma bonding. Donc un des signaux qui peut nous alerter en ce sens par rapport à notre famille, c'est de se sentir complètement injustifié dans son désir de se séparer de cette structure abusive, en se demandant mais est-ce que c'est pas moi qui ai tout inventé, par exemple. Trauma bonding. L'impression que si je ne me déserte pas, si j'ose occuper l'espace, je me retrouverai seul et puni pour avoir osé commettre un crime de lèse-majesté. Trauma bonding encore. Penser que dire ce que je n'aime pas et juger est immoral. Comme si l'option de rejeter ou de condamner n'était jamais viable pour moi. Donc le bouc émissaire se sent toujours inclusif des autres, déjà parce qu'il sait ce que c'est que d'être balayé d'un revers de la main, il a une empathie, il ne veut ni blâmer ni disqualifier. Donc il va préférer se blâmer plutôt que de rejeter quelqu'un, même si les raisons de ce rejet sont complètement valables. Il ne va pas s'intéresser à la viabilité de son propre jugement qui est là pour le préserver lui-même. Donc souvent, il n'a pas eu le droit d'exprimer ce qu'il n'aimait pas et devait rester dans une constante appréciation béate vis-à-vis de ce parent tyrannique. Donc il a appris à voir le bien chez tout le monde, puisque ses relais étaient extrêmement limités. Lorsque vous n'avez pas beaucoup d'aide, vous faites avec ce qu'il y a, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il n'avait pas le luxe de trier le bon grain de l'ivraie. Et résultat, aujourd'hui, avoir des sentiments négatifs envers quelqu'un le pousse à se sentir mal, à se sentir indigne, inadéquat. Le problème, c'est que dans son chemin de guérison, cette attitude entre en conflit avec le pilier numéro 2 de Jared sur la nécessité de créer de la distance avec le narcissisme en général. Ils doivent apprendre à se sentir safe en choisissant qui est safe et qui ne l'est pas, et non plus en recréant un faux sentiment de sécurité sur la base de son abandon. Et il le souligne, c'est vraiment une étape clé, parce qu'auparavant, il devait être inclusif d'une personne qui les rejetait en compromettant leur bien-être, et que guérir passe par le fait d'aller à l'inverse. Il doit apprendre que rejeter ceux qui le maltraitent, c'est du bon sens, c'est du bien-être, et non pas quelque chose d'atroce. Être dans des relations sécurisantes, exprimer ses opinions sans danger, va progressivement le désensibiliser de ce trigger, en acte, même s'il est dur pour l'instant d'imaginer son bonheur séparé du bonheur des autres. Je vais terminer l'épisode en partageant ma propre expérience du pilier numéro 2. Lorsque je me suis coupée de ma cellule familiale toxique, il m'est arrivé quelque chose d'assez inattendu, auquel je n'étais pas du tout préparée en tout cas. Mon taux de stress a chuté drastiquement, mais c'est pas ça le plus surprenant. C'est surtout que parce que mon corps était dans un sentiment permanent de sécurité, tout ce qui n'avait pas été traité auparavant en termes d'émotions denses, la colère, la rage, la dépression, la tristesse, le sentiment d'injustice, tout est remonté à la surface. On pense se sentir tout de suite mieux, et au final, quand on se met en sécurité, les choses qui n'ont pas pu être adressées, qui ont été cryogénisées, dont on s'est dissocié pour survivre, peuvent enfin remonter à la surface. Donc un ressenti, c'est absolument horrible. Vous avez 40 ans d'émotions douloureuses qui remontent en quelques mois. Et heureusement, dans mon cas, que j'avais le soutien de ma psy et de mes amis, puisque sur le coup, j'ai rien compris, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et donc, j'ai essayé de résoudre quelque chose parce que je ne comprenais pas pourquoi, les mois passant, la tristesse était toujours aussi pugnace. Impossible de se dissocier, impossible d'avoir recours à des stratégies de contournement pour retrouver de la joie et du fun. Cette souffrance devait être ressentie. Et c'est comme tout d'un coup d'être emporté par les flots, comme si mon corps s'est dit elle est prête, c'est le moment, il y a eu assez de thérapie, assez de travail, elle peut supporter de voir en fait ce qui lui est réellement arrivé. Elle peut se retrouver nez à nez avec sa souffrance. Et c'est vrai que on peut pas le faire n'importe comment, il faut réellement avoir quelque chose, un soutien, une assise, parce que vous n'êtes pas dissocié pour rien. On se dissocie parce qu'on n'a pas la capacité de faire face. Et la capacité, elle se recrée à l'âge adulte, elle ne naît pas spontanément, on n'est pas adulte et tout d'un coup capable de voir son trauma, on se fait aider, on se fait accompagner, on va en thérapie, on fait un travail sur soi, on gagne la confiance de son enfant intérieur, on rentre dans son corps et petit à petit, le cerveau évalue un petit peu automatiquement sa capacité à faire face à tout ce qui va remonter. Et tout ce qui remonte est absolument terrifiant et vous comprenez pourquoi dissociation il y a eu.
On parle beaucoup de dissociation, mais il faut savoir qu'il y a vraiment un caractère de survie dans l'action de se dissocier, parce que ce qui remonte, ce sont des émotions qui peuvent vous submerger, qui peuvent vous placer en état de léthargie, vous êtes impuissant. Si vous vous êtes placé le masque de la force toute votre vie et que la réalité vous claque en pleine figure en vous ramenant cette impuissance juste, eh bien il faut pouvoir faire face. Donc c'est vertigineux. Mais m'éloigner de ma cellule familiale m'a rendu donc justice, puisque ça m'a autorisé à être l'humain qui souffre concrètement de ce qui m'a fait, et non plus l'humain fort, l'humain qui surmonte, l'humain qui n'affiche pas les stigmates de sa souffrance. Donc c'est un fragment qui a été retrouvé, qui a été recollé à l'ensemble, et qui s'appelle humanité, tout simplement. Et à la fin, lorsque toute cette tempête est passée, eh bien, j'étais contente de me dire, finalement, je suis un humain normal, un humain comme tout le monde. Parce que dans la force invétérée, il y a aussi une déconnexion avec sa réalité organique. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de se détacher de sa cellule toxique pour guérir, parce que tant qu'on est en mode survie, tant qu'on a peur, tant qu'on est en stress, le corps sait que ce n'est pas le moment de vivre ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. On reste dans le fight and flight, le freeze, et on ne guérit pas totalement. Donc oui, je connais les grandes doctrines, la famille est sacrée, etc. Mais lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la psychologie, aux neurosciences, à la biologie, à la science de manière générale et à ce que la science a à dire de ces grandes doctrines, eh bien on comprend que c'est pas si simple. La famille qui vous donne un sentiment de sécurité, qui vous permet de ne pas vivre dans le fight and flight est sacrée, ça c'est sûr. Mais les personnes qui génétiquement, par l'autogénétique, se retrouvent dans votre vie et qui vous harcèlent, vous torturent, vous abusent, vous rabaissent, doivent être éloignés parce qu'il s'agit de prédation, et cette prédation a des conséquences directes sur votre système nerveux, sur votre confiance, sur votre rapport à vous-même, sur le type de relation que vous choisissez, et tout cela a son importance. Dans l'épisode qui va suivre, on va parler de la culpabilité qui peut survenir au fait de se choisir soi, on va parler de la défiance de ces règles narcissiques, on va parler de relations saines, et on va donc clôturer l'étude du livre de Jared sur la bouc émissérisation. Encore une fois, un livre extrêmement poignant, extrêmement juste. Je ne sais pas ce que vous pensez, j'aimerais bien avoir votre retour sur ces lectures. Est-ce que ce livre vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les ficelles de la bouc émissérisation? N'hésitez pas à liker, à partager et à m'écrire aussi à soignikanga@gmail.com pour me lire votre ressenti. Et normalement, après la 3e partie consacrée à ce sujet, on devrait s'intéresser à la codépendance, qui est un nouveau livre qui est sorti aux États-Unis il y a quelques jours, donc il est tout frais. Encore pas mal de lectures à vous partager. Je suis très contente de vous retrouver du côté de chez Soigny, vous m'avez beaucoup manqué. Je suis à Paris, de retour à Paris, ce qui me donne l'occasion de rencontrer des auditrices dans la vraie vie, et ça fait très plaisir. Je pense notamment organiser un événement de rencontre avec mes auditeurs qui sont très nombreux en France, et donc tout cela c'est dans les cartons, il va falloir que je me penche sur la modalité, le format, etc. Mais j'aimerais beaucoup le faire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être pertinent? Donc voilà, je pense à tout cela et je reviens vers vous très rapidement. De toute manière, cette semaine ou la semaine prochaine, on clôture la bouc émissérisation avec Jared et on continue l'aventure du côté de chez Soigny. Bonne semaine à tous, au revoir.